Mariage, droits et obligations. Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris, compétente en droit des affaires, droit civil et droit pénal. Aujourd'hui, je choisis de faire le focus sur le droit civil, c'est-à-dire le concept du mariage. Eh bien oui, parce que le mariage, ce n'est pas juste une histoire d'amour. D'ailleurs, historiquement, de base, le mariage permettait d'éviter la consanguinité dans un premier temps, ensuite de faire des alliances familiales, territoriales, agricoles, d'encadrer la sexualité. Et puis ensuite, il y a effectivement eu la notion d'amour. Dans tous les cas, à chaque instant, la notion de contrat était quand même bien présente. Et quand je vous parle de contrat, je vous parle aussi bien de droit que d'obligation. Alors aujourd'hui, on va voir ce que la loi prévoit, qui doit quoi, à qui et pourquoi. Et plus exactement, pourquoi ça protège les deux conjoints. Et ça, je tiens à le préciser, même quand l'un travaille et l'autre non. Donc il n'y en a qu'un seul qui est pourvoyeur. Premier devoir, celui de la fidélité, du secours, de l'assistance et également du respect. Article 212 du Code civil. Et quand on dit respect, on parle de pas de violence, pas d'humiliation, pas d'harcèlement, pas d'emprise psychologique. Chacun reste libre et a le droit de s'exprimer librement et d'entendre son point de vue respecté. Niveau fidélité, on parle bien entendu de l'adultère qui est derrière. Secours et assistance, là on parle de devoir soutenir l'autre personne aussi bien financièrement que moralement, qu'émotionnellement, que psychologiquement. Et ce surtout en cas de maladie ou de perte de revenus. D'ailleurs, ce devoir de secours, il intervient également au moment de la rupture. Qu'on soit dans le cadre d'une procédure de divorce, là, durant la procédure pour le coup, ce devoir de secours, il va prendre la forme d'une pension alimentaire. Et une fois le divorce prononcé, il peut prendre la forme d'une prestation compensatoire. Alors je dis peu parce que c'est pas forcément automatique, ça doit se justifier. Et ça vient rétablir un équilibre, c'est ça l'objectif de la prestation compensatoire. Un équilibre, c'est-à-dire une disparité entre les deux époux, notamment quand il y en a un qui n'a pas contribué financièrement, mais qui a contribué d'une autre manière en mettant sa carrière en suspens au bénéfice de la famille, que ce soit des enfants, l'assistance d'ascendants, etc. Deuxième obligation, la communauté de vie, c'est l'article 215 du Code civil. Eh bien oui, parce que se marier, c'est vivre sous le même toit. Alors bien entendu, il peut y avoir des exceptions, notamment quand il s'agit du travail, d'une mission, d'une problématique de santé. Mais sinon, eh bien, pour le coup, c'est obligatoire. C'est également une communauté de vie, c'est-à-dire prendre des décisions à deux, partager toutes les décisions, la vie familiale, etc. Troisième obligation, l'obligation aux charges du ménage, article 214 du Code civil. Et quand je vous dis les charges, je vous parle aussi bien du logement, que les factures, que des courses, que l'éducation des enfants, et que les loisirs raisonnables. Cette protection, cette contribution à la hauteur des revenus de chacun est proportionnelle également à la situation de chacun. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut être pourvoyeur et l'autre qui peut contribuer en nature en s'occupant de la famille, par exemple. Du coup, ça pose pas de difficulté s'il y en a un qui ne travaille pas. Et ça veut pas dire pour autant que la personne qui ne travaille pas est débitrice vis-à-vis du pourvoyeur. Plus exactement, ça veut dire qu'il n'y a pas de « c'est mon argent qui tienne ». Et ce, même si vous avez un régime matrimonial de la séparation des biens, ou réduite aux acquets, parce que ça ne vous dispense pas d'une communauté de vie et également d'une contribution aux charges du mariage et du ménage. Et s'il y en a un qui refuse de contribuer, eh bien pour le coup, il peut tout à fait saisir le juge aux affaires familiales pour obliger l'autre époux à obtenir cette contribution. Quatrième obligation, contribution aux dettes du ménage, plus exactement c'est la solidarité à la dette. Article 220 du Code civil, et plus exactement, peu importe qu'il y ait qu'une seule personne qui est signée, qu'un seul époux qui est signé, les dettes engagent les deux. Alors bien entendu, il y a des exceptions, notamment si c'est disproportionné ou que cette dette concerne seulement un des époux et absolument pas le ménage. Le régime matrimonial peut aussi avoir des incidences, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Cinquième point, le régime matrimonial. Alors on va le regarder brièvement, mais comme je vous le disais, il y aura une autre vidéo plus précise. Parce que se marier, c'est choisir ou ne pas choisir un régime matrimonial. Et ce que j'entends par là, c'est que si vous ne passez pas devant le notaire pour pouvoir choisir un régime matrimonial, par défaut, il y en a un qui va s'imposer à vous, qui va être le régime de la communauté réduite aux acquets. Dans ce cas, eh bien écoutez, à partir du moment où vous êtes marié, il y a tout qui est mis en commun. Vous avez également la possibilité de choisir le régime de la séparation des biens, où chacun garde sa boîte, ce qui ne le dispense pas de respecter les autres obligations qui sont citées dans cette vidéo. Vous avez également le régime de la participation aux acquets, c'est-à-dire que chacun
à son patrimoine séparé pendant le mariage et on compte à la fin. Quand je dis on compte, ça veut dire on partage. Et enfin, vous avez le régime de la communauté universelle. C'est-à-dire qu'on met tout dans la boîte, ce qui a été acquis avant le mariage et pendant le mariage. Alors bien entendu, si on vous propose des options, c'est pour pouvoir vous adapter en fonction des statuts, de la situation de votre couple. Est-ce que vous aviez des enfants d'un premier mariage ou pas? Est-ce que vous êtes auto-entrepreneur? Est-ce que vous avez une société? Tout ça peut avoir une incidence sur le choix de votre régime. Et ce régime, on peut en changer au bout de 2 ans, devant le notaire. 6e point, la protection du logement. Article 215, alinéa 3 du Code civil. C'est-à-dire que même si un seul est propriétaire ou locataire, et ce logement, il est protégé. On ne peut pas le vendre, le donner, le louer à n'importe qui sans l'accord express de son partenaire, de son époux. Et ça, c'est une vraie protection parce que ça veut dire qu'on ne peut pas être mis dehors sous un coup de tête. 7e point, le nom de famille. Alors le mariage ne change pas automatiquement le nom de naissance qui est gardé par chacun des époux, de sorte que chacun garde son nom officiel, donc de naissance. Pour autant, chacun peut également prendre le nom d'usage de l'autre, ou plutôt peut prendre le nom de l'autre comme nom d'usage. Et ce, aussi bien pour la vie courante que pour le cadre de l'administration. Au moment du divorce, ce droit disparaît, à moins que vous ayez l'autorisation de l'autre époux ou une autorisation du juge. En général, c'est pour pouvoir avoir le même nom que les enfants. 8e point, qu'est-ce qui se passe au moment de la rupture? Eh bien, ces devoirs, ils portent également des décisions, ou plutôt, ils produisent des effets au moment de la rupture. Je vous le disais, le devoir de secours, ça se transforme, on peut dire, en termes de pension alimentaire au moment de la procédure de divorce, mais également, ça prend la forme d'une prestation compensatoire après le divorce, et ça, c'est pas automatique. Et au niveau du logement familial, à moins qu'un juge ne statue, il reste protégé. Du coup, vous l'aurez compris, se dire oui devant le maire, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste une robe blanche et une fête. Et ce sont ces fameux articles qui sont d'ailleurs tous cités les uns après les autres devant le maire le jour du mariage et qui ont tout leur sens. Se marier, c'est partager des droits qui sont solides avec des systèmes de protection sur le logement, sur l'héritage, sur la retraite, sur la codécision. Et il y a également des devoirs clairs. Le respect, la fidélité, le secours, l'assistance, la contribution aux charges et ménages, la solidarité à la dette. Et même quand un seul est protégé, plutôt qu'un seul pourvoit financièrement, l'autre est protégé. Et dans le régime communautaire, donc c'était le régime par défaut, le salaire appartient aux deux. Et on considère que le parent qui reste au foyer contribue en nature. Du coup, vous l'aurez compris, avant de vous marier, je vais vous inviter surtout à réfléchir et à discuter à deux. Être bien sûr que chacun a bien compris chacun des points qui a été évoqué aujourd'hui, c'est-à-dire les obligations et également les droits, pour savoir où vous mettez les pieds très clairement. N'hésitez pas à consulter un notaire ou un avocat, parce qu'un mariage bien pensé, c'est éviter des problèmes, des tensions, et c'est d'être serein. Si cette vidéo vous a été utile, je vais vous inviter à la liker, à la partager, à la commenter. Si vous avez des questions à poser, écoutez, je vous invite à prendre rendez-vous sur Calendly. Soit vous avez un appel d'orientation qui est gratuit et qui dure 10 minutes. Je ne donne pas de conseils dans ce cadre. Et si vous voulez une consultation, sachez que même pour une petite question, il y a des formules qui sont adaptées. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous passez un bon moment et je vous dis à très vite. Au revoir.